Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Horror Arkham, le JCE. On commence la classe survivant de la boîte investigateur du cycle Les Clés Écarlates. Donc, première vidéo pour la classe, on va donc voir les deux premiers objets, enfin les deux premières cartes personnalisables. Outils multifonction et pièges rudimentaires. Allez, on commence par l'outil multifonction. Un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, qui a les traits objet et outils, personnalisable, limite de 1 par investigateur. Action rapide, lors d'un test de compétences que vous effectuez, inclinez l'outil multifonction, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence pour ce test. C'est un outil, enfin plutôt c'est un objet, donc ça se tutoie avec le sac à dos. C'est un outil, donc ça interagit avec la ceinture porte-outil. Un soutien qui occupe l'emplacement de corps, alors emplacement de corps comme le sac à dos. Et ça dit, chaque soutien attaché n'occupe aucun emplacement et perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, à l'exception des traits. Action rapide, inclinez la ceinture porte-outil, choisissez une option, attachez à la ceinture porte-outil un soutien outil qui se trouve dans votre zone de jeu, échangez un soutien outil de votre zone de jeu contre un soutien attaché, ou détachez un soutien attaché. Donc vous avez l'outil multifonction qui vous donne un bonus pour un test, il faut l'incliner, une fois qu'il est incliné il vous sert plus à rien, donc vous allez l'échanger avec un autre soutien outil qui est attaché à la ceinture porte-outil. Bon, on en reparlera plus tard, mais par exemple, vous combattez avec la hache d'incendie, vous vous donnez un bonus de +1, vous avez réussi votre test, l'ennemi est mort, vous échangez l'outil multifonction avec la loupe ou la lampe torche qui est attachée à la ceinture porte-outil, et maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis dans le lieu, vous faites votre enquête. Round suivant, vous avez votre objet de combat et votre objet d'enquête, vous utilisez ce qu'il faut utiliser, et vous pouvez ensuite intervertir un des deux avec l'outil multifonction. Vous utilisez l'outil multifonction, round d'après vous avez l'outil, j'ai du mal ce matin, l'outil multifonction en jeu, vous l'utilisez, une fois qu'il est incliné, vous l'échangez, etc. etc. Sachant qu'il y a des outils qui servent pour le combat. La masse, alors la pelle de fossoyeur, ça fait des dégâts 1 par 1, c'est pas formidable. Et la tronçonneuse, qui là quand même par contre fait les dégâts 3 par 3. Et travail d'équipe, alors je me souviens plus pourquoi j'avais mis ça là. Mais a priori, donc voilà, travail d'équipe c'est une carte gardien, un événement, niveau 0, très tactique. Les investigateurs dans votre lieu ont le droit de se donner ou de s'échanger n'importe quel nombre de soutiens objets, de soutiens liés ou de ressources. Alors voilà. J'ai pas insisté là-dessus. L'outil multifonction, on l'incline, on a un +1 à une valeur de compétence pour un test. Peu importe le test. Voilà, donc quel que soit votre deck, de temps en temps vous faites des tests. Assez souvent même. 2 à 4 tests par round, je dirais. Typiquement. L'outil multifonction pourrait profiter à tout le monde, à condition de pouvoir le mettre dans son deck. C'est une carte personnalisable, donc quand on dépense de l'XP, on dépense l'XP pour acheter les améliorations, c'est le même prix pour 1 ou 2 exemplaires de la carte. Donc, si par exemple je prends l'amélioration détachable, ça me coûte 1 XP, que j'ai 1 ou 2 copies de l'outil multifonction dans mon deck. Par contre, j'en ai une limite de 1 en jeu par investigateur. Donc si j'en mets 2 copies dans mon deck, et que quelqu'un autour de la table a accès à travail d'équipe, ça peut être intéressant. Je joue mon outil multifonction. Dès que j'en ai un deuxième en main, soit moi si j'ai la carte dans mon deck, soit... je reprends. J'ai joué une première copie de l'outil, j'ai la deuxième copie dans ma main. Si j'ai également dans ma main travail d'équipe, je le joue, je file ma copie de l'outil et je joue la deuxième. Ou alors, vu qu'on n'est pas censé dire ce qu'on a en main aux autres joueurs,
on dit à l'autre membre du duo, on dit écoute, quand tu veux, tu peux récupérer mon outil. Et donc l'autre sait que s'il a le travail d'équipe en main, il le joue, il récupère l'outil, et le survivant joue le deuxième exemplaire, et comme ça, chaque membre du duo a sa copie de l'outil multifonction. Voilà, c'est pour ça que j'avais mis travail d'équipe ici. Donc voilà, sinon, on P3 pour avoir un objet qui prend un emplacement de main, ça c'est gênant, donc il va falloir envisager la ceinture porte-outil, si on peut, pour une fois par round se donner un +1 à un test, sans savoir si on aura besoin du +1. Bon, c'est pas formidable, mais c'est une carte, voilà, c'est une carte améliorable. Ah oui, bon là non, il n'y a pas trop de commentaires en fait, c'est pour l'autre. Bon, en tout cas, il y a toujours dans la rubrique Reviews des remarques potentiellement intéressantes. On va voir maintenant les améliorations, ce qu'elles peuvent apporter d'intéressant. La première, détachable. Détachable, ça coûte 1 XP. Les autres investigateurs dans votre lieu ont le droit d'utiliser la capacité de l'outil multifonction. Bon, j'ai rien mis comme précision parce que, voilà, vous avez un objet. Les autres investigateurs dans votre lieu ont le droit d'en bénéficier. Donc déjà, ça vous sert à rien en solo. Si vous avez un style de jeu où chaque investigateur est dans son coin, ça vous sert à rien, ou quasiment rien, parce que de temps en temps vous serez quand même dans le même lieu. Et sinon, ça peut filer un petit bonus. Sauf que vous êtes toujours limité à une utilisation par round, vu qu'il faut incliner la carte. Donc, si votre pote l'a utilisé, vous l'avez plus pour vous. Bon. Je sais pas, pour un XP, le pote, il peut peut-être se mettre un tarot. Mettons que le survivant, c'est l'enquêteur du groupe, donc l'autre membre du duo, c'est le combattant. Si c'est un gardien, pour un XP, il met une copie d'un tarot dans son deck, et comme ça, il a un bonus de +1 permanent en force, une fois qu'il a le tarot en jeu. Bon. Ok, deuxième amélioration. Pied de biche pour un XP, vous gagnez +1 supplémentaire à votre valeur de compétence s'il s'agit d'un test de compétence sur une traîtrise. Du coup, +1 additionnel, vous aviez déjà un +1. Alors ça j'ai mis, c'est pour un gestionnaire de deck de rencontre. Il y a un certain nombre de cartes qui interagissent avec les cartes de rencontre, ou les traîtrises. Voilà. On peut par exemple citer Laissez-moi régler ça, un événement gardien de niveau 0, rapide à jouer après qu'un autre investigateur a pioché une carte rencontre non péril, mais avant d'avoir résolu ses effets. Donc ça veut dire que l'autre investigateur a pioché la carte traîtrise. Enfin, non, pardon, c'est une carte rencontre. C'est pas besoin d'être une traîtrise. Donc, un autre investigateur pioche une carte. Comme elle est pas péril, il la révèle. Et avant d'en avoir résolu les effets, vous jouez Laissez-moi régler ça, gratuit. On considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place, vous gagnez +2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez les effets révélation de cette carte. Bon, déjà ça vous fait piocher la carte, donc si c'est un ennemi et que vous êtes le combattant, vous piochez l'ennemi. Mais là c'est peu intéressant, mais surtout, s'il y a un effet de révélation sur la carte, vous avez le +2 de Laissez-moi régler ça, le +1 pour faire le test de l'outil, et le +1 additionnel. Donc imaginons que la carte en question c'est un reste pourrissant, le truand pioche reste pourrissant, il dit mince j'ai qu'un de volonté, vous lui dites t'inquiète pas, je le récupère et je résous l'effet avec au total un +4. Donc si vous êtes un survivant biclassé gardien ou gardien biclassé survivant, vous avez quand même une volonté a priori de 3-4, donc vous testez à 7-8 contre 3. Ça a de bonnes chances. En standard, la réussite est quasi garantie. À des niveaux plus élevés de difficulté, vous assurez non, toujours l'échec automatique, mais vous avez de bonnes chances de pas trop souffrir de la traîtrise. Éventuellement, il y a aussi le Saint-Rosaire de niveau 2, +1 en volonté. Donc déjà, comme il y a un certain nombre de traîtrises qui font tester la volonté, ça vous servira pour ces traîtrises-là. Et réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos.
Donc je reprends l'exemple du reste pourrissant, et je pars du principe que vous avez 3 de volonté. Avec le Saint-Rosaire, vous êtes à 4 de volonté. Vous utilisez l'outil, vous êtes à 6. Vous testez à 6 contre 3. Et si vous piochez rien de pire que le -3, le test est réussi, 2 pions bénis dans la réserve du chaos. Très efficace. Autre carte du set qui joue avec les effets rencontres. Brassard de martyr. Soutien gardien de niveau 3. Donc là il faudra être gardien biclassé survivant. C'est-à-dire Tommy Muldoon. Ou Lola Eyes. Ou trouver une combo à base de travail d'équipe pour refiler les objets, pour qu'un même investigateur ait l'outil et le brassard. Donc ça occupe un emplacement d'accessoires, vous gagnez +1 à votre valeur de compétence tant que vous résolvez les effets révélation des cartes rencontres. Réaction, après qu'un autre investigateur dans votre lieu a pioché une carte rencontre non péril et avant d'en résoudre ses effets, inclinez le brassard de martyr, on considère que c'est vous qui avez pioché cette carte rencontre à la place. Donc une fois par phase... Ah non, pas forcément pendant la phase de mythe, non. Après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché une carte rencontre, une fois par round maximum, vous la résolvez à sa place, et vous avez, encore une fois, le +1 du brassard et les +2 de l'outil. Donc vous résolvez à +3. Voilà. Amélioration suivante, couteau aiguisé, ça coûte 2 XP, enfin 2 croix. Oui, c'est important de préciser que ce sont des croix parce qu'on a une limite de 10 croix. On peut pas simplement se dire je suis prêt à mettre 15 XP dans ma carte personnalisable, non, on est limité à 10 croix. Bref, couteau aiguisé pour 2 croix, ce qui coûte 2 XP. Vous gagnez +1 supplémentaire à votre valeur de compétence s'il s'agit d'une attaque. Bon pour un combattant, voilà, pas grand chose à en dire. Tiens, c'est bizarre. Un point intéressant. Le bonus de +1, c'est quand on effectue un test. Il n'y a pas de restriction particulière sur le test. Couteau aiguisé, on a un +1 s'il s'agit d'une attaque. Il n'y a rien de précisé sur l'attaque. Donc par exemple, voilà, vous jouez à Shken Pit, vous combattez avec Duke. Vous avez une valeur de compétence de force de base de 4, l'attaque inflige +1 dégât. Vous pouvez utiliser l'outil multifonction. Donc vous avez une valeur de base de 4, vous donnez un +2, vous attaquez à 6. Et vous pouvez en plus mettre d'autres bonus, attribuer maîtrise, par exemple, ou coup étourdissant, ou dépenser des ressources avec bagarreur pour vous booster encore plus votre valeur de compétence. Voilà. Bon y a pas grand chose de plus à dire, ça améliore votre combat, si vous combattez c'est intéressant. Rétroviseur, 2 croix. Vous gagnez +1 supplémentaire à votre valeur de compétence s'il s'agit d'une tentative d'évasion. Pour tout investigateur qui va vouloir s'échapper, et typiquement pour Rita Yang. Donc Rita Yang, elle a 5 d'agilité, de base. Réaction, après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez 1 dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite d'une fois par round. Signe des anciens, +2, jusqu'à fin du round, ignorez la limite de la capacité de réaction ci-dessus. Mais en tout cas, Rita Yang, si elle veut ne plus avoir affaire à un ennemi, elle va lui échapper, puis ensuite sortir du lieu, mais si elle veut combattre un ennemi, elle peut aussi le combattre, lui infliger un dégât en lui échappant. Donc avec l'outil multifonction et l'amélioration rétroviseur, elle fait sa tentative d'évasion, elle a 5 de base, elle se donne +2, donc elle a 7. Probablement dans son deck vous avez mis les chaussures de course, donc elle a 8. Peter Sylvestre, donc elle a 9. Bon. Et alors ça ne sert qu'une seule fois, mais c'est...
Enfin, comment dire, ça sert qu'une seule fois, mais ça fait quand même un +2. Et alors, ça serait bien de pouvoir le réutiliser, mais c'est un peu le problème global avec Rita Yang, c'est que c'est un problème de tempo. On veut lui faire échapper aux ennemis pour se débarrasser des ennemis, soit les incliner, soit leur infliger des dégâts, sauf qu'après qu'elle a échappé à un ennemi, il est désengagé. Donc si elle veut lui rééchapper, il faut qu'elle le réengage. Donc si elle veut échapper 2 fois à un ennemi, première action, évasion, deuxième action, réengagement, troisième action, évasion. C'est lourd en tempo, donc de toute façon, à moins d'avoir pioché le signe des anciens et d'ignorer la limite de sa réaction, dans ma faible expérience de cette investigatrice, il faut pas qu'elle échappe plusieurs fois. Idéalement, ce qu'on veut, c'est, première action, elle échappe à l'ennemi, et elle lui inflige un dégât. Deuxième action, elle combat en essayant de bénéficier de sa valeur d'évasion. Par exemple, en jouant l'événement coup bas, qui fait combattre en ajoutant l'évasion, ou en combattant avec l'arc décoré. Et troisième action, soit elle change de lieu, soit elle recharge son arc, soit, elle fait une enquête en solo, enfin voilà. Donc la limite n'est pas trop gênante. Amélioration suivante, lentille grossissante. Vous gagnez +1 supplémentaire à votre valeur de compétence s'il s'agit d'une enquête. Donc là, on a 3 améliorations qui chacune coûtent 2 XP, qui chacune donne un +1 additionnel pour le combat, l'évasion ou l'enquête. Bon là, pour un enquêteur, pas grand chose à en dire. Alors j'ai remis Duke, pareil. Vous jouez à Ashcan Pit, vous enquêtez avec Duke, 4 de base. Avec l'outil, vous passez à 6. Pour peu que vous ayez perception en main, vous passez à 8. Si, quand même un truc. Vous pouvez mettre récup, alors là j'ai mis la version niveau 2 dans votre deck. Réaction, après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse, et soit vous l'ajoutez à votre main, soit vous la jouez en payant son coût. Donc, encore une fois, vous enquêtez, vous donnez un +2, ça vous donne des chances de réussir de 2. Si vous réussissez de 2, vous récupérez un objet. Donc l'outil multifonction peut vous aider dans un deck récursion d'objets. Donc si vous vous préparez à récupérer des cartes dans votre défausse, équipement limité, quand votre premier tour de la partie débute, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Donc vous espérez mettre plein d'objets dans votre défausse. Et ensuite, à chaque round, vous espérez, grâce au +2 de l'outil multifonction, récupérer un objet. Par exemple, mettre en jeu un vieux porte-clés qui vous permet de diminuer de 2 la valeur occulte des lieux quand vous enquêtez. Ou une lampe torche pour les mêmes raisons. Ou votre arme, si vous jouez en solo, vous n'avez pas encore votre arme, vous récupérez votre arme. Ou alors, éventuellement, vous récupérez dans votre main un objet qui a des icônes de compétences intéressantes pour le défausser et pour l'attribuer un test plus tard. Voilà. Amélioration suivante pour 3 croix, porte-bonheur. Après avoir échoué un test de compétences, redressez l'outil multifonction. Il faut l'incliner pour l'utiliser. Donc c'est limité une fois par round. Porte-bonheur, ça vous dit, si après l'avoir utilisé vous échouez, que ça soit à ce test-là que vous boostiez ou à un test plus tard, vous le redressez et donc vous pouvez l'utiliser une deuxième fois. Alors ça, j'ai mis deck aura des pâquerettes / mitigation. Donc l'autre jour je pensais à cette appellation parce que moi quand je joue à Arkham, je suis toujours dans une logique être assez haut au-dessus de la difficulté pour avoir de bonnes chances de réussite. Et j'ai toujours en tête à peu près, si je
si je suis à 2 au-dessus de la difficulté en standard, je réussis à peu près, je crois que c'est 75% des tests. Alors, ça varie selon les campagnes, mais c'est l'ordre de grandeur que je prends. 2 au-dessus, je suis à 75-80%. Un instant. Voilà. Rapidement. Allez, comme d'habitude, la chaîne de la bidouille, en direct, avec coupure ensuite au montage. Donc, si j'ai 16 pions, que j'ai 1 plus 4, 1 plus 3, et ben, alors bon, le 100% c'est pas possible. Si je suis à 4 au-dessus de la difficulté, j'ai voilà ce pourcentage-là de chance de réussite. Les 6,25% restants, ça correspond à l'échec automatique. Si je suis à 3 au-dessus, j'ai ce pourcentage-là. Si je suis à 2 au-dessus, j'ai ce pourcentage-là. Donc 80%. Voilà. Donc, je joue en standard. Je me dis, je me mets à 2 au-dessus de la difficulté, j'ai 80% de chance de réussite. Si je me mets à 3 au-dessus, 87,5% de chance de réussite. Ok. Par contre, en survivant, on peut jouer en se disant, au lieu de dépenser des ressources au sens large, c'est-à-dire attribuer des cartes, mettre dans mon deck mettre en jeu, d'abord dans mon deck puis en jeu des cartes avec des bonus passifs, ou dépenser des ressources pour me booster pour monter à plus 2 ou plus 3, je vais me contenter de monter à plus 1, voire plus 2, et je vais garder dans ma main un chanceux. Comme ça, si je suis à 1 au-dessus de la difficulté, que je pioche un -3, je joue mon chanceux, c'est réussi, et je n'ai pas eu à dépenser une ressource avec bagarreur pour augmenter ma force de 1. J'ai dépensé une ressource pour mon chanceux pour réussir le test, mais je ne dépense la ressource que lorsque c'est nécessaire. Et du coup, sur la partie, j'économise beaucoup de ressources. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle le deck Aura des pâquerettes, c'est je booste au strict minimum parce que j'ai en main des effets qui me permettent de réussir quand même, sans avoir à trop booster en permanence. Et le deck mitigation, ça va être un deck qui dit, alors les deux sont un peu complémentaires, rat des pâquerettes et mitigation. Mitigation, c'est plutôt le deck qui dit peut-être que je vais rater des tests, mais c'est pas gênant parce que j'ai de quoi compenser, j'ai de quoi mitiger l'échec. Alors, où j'en étais, voilà. Donc ce que je disais, rat des pâquerettes, quand vous avez chanceux en main. Mitigation, c'est par exemple, vous avez regardé ce que j'ai trouvé. Vous échouez un test de compétence lors d'une enquête, vous découvrez 2 indices. Donc, concrètement, vous faites une enquête, vous vous donnez 1 plus 1, vous ratez l'enquête, grâce à porte-bonheur, vous le redressez, vous jouez, regardez ce que j'ai trouvé, vous dites comme j'ai échoué avec une différence de 2 ou moins, je peux jouer regarder ce que j'ai trouvé, j'ai mes 2 indices. Et avec votre action suivante, vous pouvez réenquêter en utilisant l'outil multifonction. Et le plus 1 de l'outil multifonction augmente les chances de rater de seulement 2 dans un lieu à valeur occulte élevée. Si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2 ou moins, vous ne pouvez pas échouer de plus de 2. Mais si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, que je trouve Voilà, vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 3, vous avez une valeur de compétence de base de 3, vous enquêtez à 3 contre 3, vous piochez le -3, vous avez raté de 3. Si vous aviez utilisé l'outil multifonction, si vous aviez utilisé l'outil, vous auriez enquêté à 4 contre 3, et le -3 vous aurait fait échouer uniquement de 2, ce qui vous aurait permis de jouer regardez ce que j'ai trouvé. Voilà. Et évidemment, dans un deck
Stella Clark, ça rentre bien. Stella Clark, tiens. Alors, dans un deck Stella Clark, et dans son deck préconstruit qui tourne autour de l'idée. Stella Clark, pour rappel, réaction, après avoir échoué un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round, limite d'une fois par round. Donc première action, non, pardon, je reprends. Vous ne boostez pas énormément vos tests pour économiser encore une fois vos ressources et vos cartes en main. Et si vous ratez un test de compétence, a priori ça veut dire que vous avez gâché votre action. Si ça vous avait coûté une action de faire le test, sauf qu'elle vous dit bah non, t'as récupéré ton action. Et donc l'outil avec porte-bonheur dans le deck de Stella Clark, mettons, voilà, vous combattez un ennemi, vous l'attaquez avec une arme qui vous donne un +1, vous ajoutez le bonus de l'outil multifonction, donc vous attaquez à 5 contre, mettons, les 3 de valeur de combat de l'ennemi, attaque ratée, Stella Clark gagne une action pour retenter cette attaque, l'outil multifonction est redressé, donc Stella Clark retente une attaque, même condition, 5 contre 3, et voilà, et idéalement, elle réussit la deuxième. Voilà, sachant que dans son deck, serrez les dents, rapide, à jouer après avoir échoué un test de compétence, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences pour le reste du round. Du coup, première action de combat, elle est à 5 contre 3, elle rate, elle joue serrer les dents, elle redresse l'outil multifonction, deuxième tentative, elle est à 6 contre 3, mettons qu'elle réussit, elle inflige 1 ou 2 dégâts à l'ennemi, et après, elle refait l'attaque, alors elle a plus l'outil multifonction. D'ailleurs, je vérifie un truc. Porte-bonheur n'a pas de limite. J'avais oublié ça. Donc potentiellement, vous échouez un test pendant la phase... vous l'utilisez pendant la phase de mythe, vous échouez, vous le redressez. Première action de votre tour, vous l'utilisez. Si vous échouez, vous le redressez. Deuxième action, vous l'utilisez. Là, vous réussissez. Voilà. Donc, et à la louche, on doit pouvoir l'utiliser 2 fois. Potentiellement, on peut l'utiliser à chacun de ces tests. Sauf qu'évidemment, on ne le veut pas parce que ça veut dire qu'on échoue à tous ces tests. Même dans un deck Stella Clark, le bon nombre d'échecs par round, c'est exactement 1. Voilà. Et donc oui, dans le deck Stella Clark, on a aussi, regardez ce que j'ai trouvé, et on la version de niveau 2, qui vous permet d'échouer de 3 ou moins, et de répartir les indices. On a Oops, voilà, vous échouez lors de l'attaque contre un ennemi engagé avec vous, vous infligez à la place les dégâts de l'attaque à un autre ennemi. Avec la version de niveau 2, c'est n'importe quel ennemi. Donc avec Oops de niveau 2, vous attaquez un ennemi, vous avez raté votre attaque, vous jouez Oops, vous lui faites quand même les dégâts. Et comme vous avez raté, vous avez redressé l'outil multifonction qui vous donnera de nouveau une meilleure chance de réussir votre attaque suivante. Et également, toujours dans le pack de Stella Clark, qui a un pack mitigation de l'échec, rat des pâquerettes et mitigation de l'échec, encore une fois les deux vont souvent ensemble, Grand-mère Horn de niveau 3, +1 en volonté et +1 en intelligence, réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer un test de compétence, incliné Grand-mère Horn, cet investigateur gagne +1 ou perd -1 à sa valeur de compétence pour ce test. Alors là, c'est quand un investigateur devrait échouer, on peut lui donner un +1, ce qui peut lui permettre de réussir au lieu d'échouer. Du coup, s'il devrait échouer mais que finalement il n'échoue pas, on ne redresse pas l'outil multifonction. Mais,
comment dire, enfin ça se combine, c'est-à-dire que voilà, phase du mythe, vous piochez, je prends le même exemple, reste pourrissant, vous avez un +1, vous avez le +1 de l'outil multifonction, donc a priori vous testez à 5 contre 3, voire 6 contre 3. Si vous ratez de 1, vous utilisez grand-mère Horn pour réussir, et votre outil multifonction reste incliné. Si vous ratez de 2, grand-mère Horn ne peut pas vous sauver votre test, alors elle peut diminuer de 1 les dégâts infligés par reste pourrissant, mais elle ne peut pas vous faire réussir, donc vous l'utilisez pas, et vous dites, comme j'ai échoué, je redresse mon outil multifonction. Et potentiellement, à votre tour, vous faites une enquête. Si on reprend l'exemple de Stella, qui a 2 d'intelligence, voilà, Stella a 2 d'intelligence, 3 avec grand-mère Horn, elle se donne encore un +1 avec l'outil multifonction, elle enquête à 4 contre 3, elle pioche un -1, ça devrait être raté de 1, elle incline grand-mère Horn, et non, c'est réussi. Par contre, si ça l'arrange, elle peut dire, c'est raté de 1, ok, y a pas de problème, je joue, regardez ce que j'ai trouvé, je prends les 2 indices, et comme j'ai échoué, je redresse l'outil multifonction. Deuxième action de mon tour, je sais pas, je sors du lieu, je suis dans un nouveau lieu, j'enquête, il me reste 2 actions, vu que l'échec à la phase du mythe m'a donné une action supplémentaire. Voilà. Donc j'ai failli en oublier une, la dernière, sur ressort pour 3 croix. La capacité de l'outil multifonction est maintenant une capacité de réaction dont la condition de déclenchement est quand vous devriez échouer à un test de compétence que vous effectuez, inclinez l'outil multifonction. Donc ça j'ai mis de nouveau deck aura des pâquerettes mitigation. Pourquoi ? Parce que l'outil multifonction, basiquement, si on dépense pas d'XP pour lui, il faut qu'on l'utilise pour se donner un +1 à un test, sans savoir si on en aura besoin. Si ça se trouve, vous allez piocher le +1 et réussir votre test de 3, et ça vous sert à rien. Et potentiellement, le test d'après, vous vous mettez à +3, et vous piochez le -4, et vous dites, c'est là que j'aurais eu besoin de l'outil multifonction. Et pour 3 XP, comment on formule ça ? Pour 3 XP, vous avez un +1 après, quand vous devriez échouer, et évidemment vous ne le déclenchez que si ce +1 vous fait réussir à la place d'échouer, ou échouer dans la bonne gamme, dans la gamme d'échecs qui vous intéresse. Concrètement, c'est un demi-chanceux une fois par round. Donc vous faites une enquête, vous échouez de 3, vous dites, comme je viens d'échouer, j'incline l'outil multifonction, j'ai un +1, du coup je n'ai échoué que de 2, je joue, regardez ce que vous avez trouvé. Ou alors, j'attaque mon ennemi qui a, mettons, riposte, j'échoue de 1, j'incline l'outil multifonction, non, je n'ai pas échoué. Voilà. 3 XP pour avoir un demi-chanceux par round. En gros. Et donc ça c'est un peu ça rentre dans les mêmes types de decks que les decks qui utilisent le porte-bonheur, sauf que c'est pas je l'utilise et pour 0 XP, c'est je l'utilise et j'espère que ça me servira, et potentiellement c'est gâché. Porte-bonheur, c'est pour 3 XP, vu que je me suis raté, j'ai le droit à réutiliser l'outil multifonction. Et sur ressort, également pour 3 XP, c'est je ne l'utilise que lorsque j'en ai besoin. Toujours une limite d'une fois par round, mais je ne le gâche pas. Bon, alors comme d'habitude, maintenant on va voir les combinaisons d'amélioration. Première combinaison, détachable plus couteau aiguisé plus lentille grossissante pour un total de 5 XP. Alors détachable, c'est-à-dire que les autres investigateurs dans le lieu ont le droit de l'utiliser. Couteau aiguisé,
que je retrouve, c'est le +1 supplémentaire si c'est utilisé pendant une attaque, et l'anti-grossissante c'est le +1 supplémentaire s'il s'agit d'une enquête, et donc j'ai mis utilisable par le combattant et l'enquêteur. Voilà, tout simplement, vous avez ça en jeu. Alors vous voyez, donc dans un duo, je l'ai pas précisé, dans un duo, il y a un combattant, un enquêteur, et le premier qui a besoin du +1 dit, ben voilà, j'utilise. Tout simplement. Une seule fois par round, toujours, vu qu'il faut l'incliner, et c'est pour 5 XP. C'est pas donné. Deuxième combinaison. Porte-bonheur plus couteau aiguisé, ou rétroviseur, ou lentille grossissante pour 5 XP. Donc porte-bonheur... Ah mince, j'en ai oublié une. Alors je fais une coupure. Voilà, donc au montage, normalement j'ai replacé les morceaux au bon endroit. Oui, je disais donc, porte-bonheur plus couteau aiguisé ou rétroviseur ou lentille grossissante pour un total de 5 XP. Une utilisation de plus en cas d'échec. Donc porte-bonheur, après avoir échoué, je le redresse. Couteau aiguisé, rétroviseur et lentille grossissante, c'est un +1 additionnel si je fais une attaque, une évasion ou une enquête. Donc la combinaison des deux améliorations pour un total de 5 XP, ça me dit que j'ai le droit de me donner au total +2 pour, par exemple, une attaque, et si à un moment donné, sur ce test-là, ou un autre test plus tard, j'échoue, je redresse l'outil, ce qui fait que je peux le réutiliser de nouveau pour un +2 en attaque. Ou un +1 pour n'importe quelle autre valeur, enfin pour n'importe quel autre type de test. Voilà. Alors évidemment, on peut combiner deux. Non, que je dise pas de bêtises. Non, pardon, on peut tout combiner. C'est-à-dire qu'on peut faire porte-bonheur plus 1 D3 pour 5 XP, porte-bonheur plus 2 D3 pour 7 XP, ou porte-bonheur plus les 3 pour 9 XP. Et dans ce cas-là, ça peut permettre, par exemple, on attaque un ennemi en utilisant couteau aiguisé, donc on se donne un +2, on réussit son test. Deuxième action, on attaque l'ennemi, on se rate, on utilise apprendre de ses erreurs, donc on refait le test en se donnant un +2. Comme mais à côté de ça, comme on a échoué, on a redressé l'outil multifonction. Grâce au +2 d'apprendre de ses erreurs, on réussit, et donc on tue l'ennemi. Et avec sa troisième action, on dit bon maintenant j'enquête, et j'utilise lentille grossissante pour me donner un +2 pour mon enquête. Voilà. Autre combinaison, sur ressort plus couteau aiguisé, ou rétroviseur, ou lentille grossissante pour un total de 5 XP. Donc sur ressort, c'est ce qui permet de l'utiliser en réaction. Et ben voilà, c'est un deck aura des pâquerettes ou mitigation spécialisé dans un aspect. Par exemple un combattant. Que je trouve un bon exemple. Bon, peu importe, à la limite. Mettons William Yorick qui attaque à la machette. Donc William Yorick, il a 4 de force de base, la machette lui donne un +1, il a 5. Il attaque un ennemi 3-3-3. Il pioche le -3, ou même le -4, allez, il pioche le -4, donc il a échoué 2-2. Et ben en réaction, il incline l'outil, il se donne un +2, du coup il n'a pas échoué. Et il inflige 2 dégâts à l'ennemi. Voilà. Et comme pour la ligne au-dessus, pour 5 XP, vous avez une des 3 améliorations, pour 7 XP, 2 des 3, pour 9 XP, les 3. Et enfin, sur ressort, plus porte-bonheur, plus couteau aiguisé, plus lentille grossissante pour un total de 10 XP, donc le maximum possible, j'ai mis c'est la Rolls-Royce pour deck solo, notamment Ashcan. Ah oui, les onglets, voilà, c'est maintenant que j'en ai besoin. Donc, encore une fois, sur ressort, ça permet de le déclencher en réaction. Porte-bonheur, ça fait que si on échoue, on le redresse.
et donc potentiellement on peut le réutiliser une deuxième fois. Couteau aiguisé, ça donne un plus additionnel au combat, l'antigrossissante plus additionnel à l'enquête. Donc vous avez une carte qui vous dit, quand vous devriez échouer, vous l'inclinez pour l'utiliser, ça vous donne un plus 1 à un test, ou un plus 2 pour un combat, ou un plus 2 pour une enquête. Et si à un moment donné on échoue, on le redresse. Donc, alors voyons voir quand même les onglets que j'avais préparés. Bon, pour rappel, Ashcan Pitt, il a des stats qui sont pas formidables, hein, 4, 2, 2, 3, mais il a Duke en jeu. Duke, il vous permet, en l'inclinant, de combattre avec une valeur de compétence de base de 4, et de faire plus 1 dégât, ou d'enquêter avec une valeur de compétence de base de 4, ce qui permet en une action de se déplacer puis d'enquêter. À côté de ça, vous pouvez aussi par exemple mettre dans un emplacement de main, vous mettez votre outil multifonction. Dans l'autre emplacement, vous pouvez mettre la hache d'incendie. Vous utilisez la ressource de la phase d'entretien pour vous donner 1 plus 2. Bon, ce qui vous fait passer à 4, comme si vous aviez utilisé Duke, donc ça c'est uniquement après avoir déjà combattu avec Duke. Vous pouvez avoir la loupe, vu que Ashcan Pitt a accès à 5 cartes hors classe. La loupe, ça vous donne plus 1 en intelligence tant que vous enquêtez, y compris avec Duke. Donc vous enquêtez avec Duke en ayant la loupe en main, ça vous fait en fait enquêter avec 5. Le truc, c'est que vous avez besoin d'un emplacement de main pour la hache, un emplacement de main pour la loupe, un emplacement de main pour l'outil multifonction. Et vous pouvez utiliser la ceinture porte-outil. Alors, avec quand même un truc, c'est que seul loupe et outil multifonction ont le trait outil. Donc ce sont les deux que vous allez intervertir. Si vous choisissez de mettre ces soutiens-là dans votre deck. Quand vous combattez, vous avez dans vos emplacements de main l'outil et la hache, et la loupe est attachée à la ceinture, et je suis en train de me rendre compte que j'ai dit une bêtise, et si vous voulez enquêter, il faudra sortir la loupe et ranger l'outil multifonction. Donc en fait, si vous dépensez 10 XP pour ça, vous ne mettez pas la hache d'incendie. Voilà. Vous utilisez... en fait non, même vous n'utilisez pas d'armes. Il faudra vous baser sur Duke. Comme ça, dans un emplacement de main, la loupe, dans l'autre, l'outil. Et dans ce deck, vous pouvez également mettre le 6e sens. Alors je vérifie une formulation. Ah oui, important, voilà. Ashcan Pitt, vu qu'il a 4 en volonté, et qu'il a accès aux cartes hors classe de niveau 0, 5 au total, il peut jouer des soutiens sorts de mystique, par exemple le 6e sens. Il enquête en utilisant sa volonté au lieu de son intelligence, ce qui est bien pour lui, et ensuite blablabla. L'outil multifonction donne plus 1 à la valeur de compétence, il ne spécifie pas quelle compétence. Et avec l'anti-grossissante, c'est plus 1 supplémentaire, pareil, on ne spécifie pas la compétence. Même chose pour couteau aiguisé. Donc Ashcan Pitt, il a 4 de valeur de volonté, il enquête avec 6e sens, 4 contre la valeur occulte, s'il échoue, il dit j'incline mon outil multifonction, je me donne plus 1. Alors il ne pourra pas utiliser la loupe, il ne bénéficie pas du bonus de la loupe parce que la loupe c'est spécifiquement le bonus en intelligence. Par contre l'outil multifonction, il enquête avec sa volonté, grâce à l'anti-grossissante il a un plus 2. Il enquête avec son intelligence, grâce à l'anti-grossissante il a également un plus 2. Il a accès à la clé de Saint-Hubert qui lui donne plus en volonté et plus en intelligence. Donc, alors le truc c'est que vous avez la loupe, une première carte, 6e sens, une 2e carte, et clé de Saint-Hubert, une 3e carte, et vous avez une limite
de 5 cartes hors classe de niveau 0. Donc il faudra faire des choix, mais donc l'outil multifonction A2 XP en jeu, plus mettons une copie de la loupe, une copie de la clé de Saint-Hubert, une copie de 6ème sens. Donc vous enquêtez avec Duke, 4 de base, plus 1 de la loupe, ça fait 5, plus 1 de la clé de Saint-Hubert, ça fait 6, et si vous échouez, grâce à sur-ressort, vous avez encore un plus 2. Voilà. Donc vous enquêtez à 6 contre la valeur occulte, en cas d'échec, un plus 2. Et évidemment, vous ne déclenchez ça que si le plus 2 vous fait réussir. Et dans ce cas-là, vous vous placez dans une situation comme si vous aviez enquêté à 8 contre 4. Vous avez quand même... c'est quand même très bon. Alors si vous combattez, faudra combattre avec Duke. Encore une fois, l'âge d'incendie, c'était une mauvaise idée parce que ce n'est pas un outil. Donc on peut pas l'attacher à la ceinture porte-outil pour se libérer une main quand on veut enquêter. Et les armes outils, les armes qui ont le trait outil, la masse, elle prend 2 emplacements de main. L'appel, ça vous fait les dégâts un par un avec plus de en force, bof. Et la tronçonneuse, ça prend 2 emplacements de main. Donc peut-être qu'en fait, dans le troisième emplacement, donc peut-être en fait, il faudra que je vois si un jour je fais un deck, ne pas mettre rage d'incendie, ne pas mettre ceinture porte-outil, et comme sort mettre plutôt atrophie ou flétrissement. En tout cas, je reste dans mon exemple là. 6ème sens, vous enquêtez à 4, vous avez le bonus de clé de Saint-Hubert, donc vous enquêtez à 5. Si vous échouez, vous pouvez vous donner un plus 2. Quand vous combattez avec Duke, vous combattez à 4. Si vous échouez, vous vous donnez un plus 2. Et donc, le premier échec pour lequel l'outil peut transformer l'échec en réussite, vous inclinez l'outil. S'il y a un deuxième échec, il vous fait redresser l'outil, qui redevient disponible pour votre 3e tentative. Et je vérifie le timing de apprendre de ses erreurs. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec du test. Voilà. Donc, mettons, vous attaquez avec Duke. Non, prenons un exemple pas trop compliqué. Mettons que vous enquêtez avec 6ème sens. Donc, encore une fois, vos 4 de base, le plus 1 de la clé de Saint-Hubert, donc vous enquêtez à 5. Vous échouez. Vous utilisez l'outil, vous donnez un plus 2, vous réussissez, mais l'outil est incliné. Deuxième action, vous re-enquêtez 5 contre la valeur occulte. Vous échouez. Et vous ne pouvez pas utiliser l'outil vu qu'il est incliné. Par contre, après avoir échoué un test de compétence, vous le redressez, l'outil. Et apprendre de ses erreurs, à jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec. Pour moi, ça inclut redresser l'outil multifonction, il me semble. On redresse, quoique, après... j'ai un petit doute, encore une fois, un petit doute de timing, mais si ça marche comme je le suppose, vous avez échoué, vous résolvez le redressement de l'outil, et ensuite vous jouez apprendre de ses erreurs, qui vous permet de faire de nouveau le test avec un plus 2. Donc vous réenquêtez 4 de base, plus 1 de clé de Saint-Hubert, plus 2 d'apprendre de ses erreurs, vous testez à 7 contre la valeur occulte, et en cas d'échec, il y a l'outil multifonction. Si je me trompe pas, si je me trompe, non, vous résolvez d'abord apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire que vous refaites d'abord le test, et ensuite vous redressez l'outil. À demander à un expert du timing. Voilà, en tout cas,
En tout cas, voilà, 10 XP. Alors c'est énorme, 10 XP pour une seule paire de cartes, surtout en solo, mais je pense que dans le bon deck, voilà, ce que j'appelle deck aura des pâquerettes et mitigation, dans le bon type de deck, ben ça vous fait votre partie. Parce que, alors j'ai insisté sur les +2 pour le combat et pour l'enquête, mais de base, l'outil vous donne quand même un +1 pour n'importe quel type de test. Donc vous pouvez dire, pendant la phase de mythe, je fais un test sur une traîtrise, je rate, j'utilise l'outil, et du coup je ne rate pas. Première action de mon tour, j'enquête, mince c'est raté, et je redresse l'outil. Deuxième action de mon tour, j'enquête en sachant que j'ai l'outil disponible pour moins risquer d'échouer. Donc voilà. Ah la vache, je suis en train de battre un record, j'ai passé 1 heure sur la première carte. Du coup, il est temps de passer à la deuxième. La deuxième, c'est le piège rudimentaire à un événement qui coûte 1. Trait improvisé et piège, personnalisable, utilisation 2 fois. S'il n'y a pas 2 fois sur le piège rudimentaire, défaussez-le. Attachez cette carte à votre lieu. Chaque ennemi non élite dans ce lieu perd 1 de valeur de combat et 1 de valeur d'évasion. Forcez, à la fin du round, retirez 1 fois du piège rudimentaire. Donc là pour le coup, il y a une longue review que je n'ai pas lue, pour autant que je me souvienne. Je crois que j'ai juste rapidement jeté un coup d'œil. Quel est l'intérêt de cette carte ? On la met dans un lieu pour rendre les ennemis plus facilement gérables, vu qu'on diminue leur valeur de combat et leur valeur d'évasion. Tous les ennemis non élites. Alors il y a toujours, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a toujours ce paradoxe. On s'aide à lutter contre les non élites, mais c'est contre les ennemis élites qu'on veut le plus d'aide. Voilà. Il y a un truc qui est quand même important, cette carte-là n'est pas rapide. Donc, si vous êtes engagé avec l'ennemi et que vous jouez cette carte-là pour vous aider à lutter contre l'ennemi, jouer cette carte-là vous provoque une attaque d'opportunité. Donc idéalement, il faut la jouer quand l'autre investigateur, ou un autre investigateur, est engagé avec l'ennemi. Comme ça, vous l'aidez sans vous prendre l'attaque d'opportunité. Et si vous vous dites, je vais le jouer dans mon lieu juste avant l'arrivée des ennemis, donc pendant votre phase d'investigation, vous jouez ça, en prévoyant que pendant la phase des ennemis, les chasseurs vont arriver dans votre lieu. Donc effectivement, vous jouez ça à votre tour, phase des ennemis, les ennemis arrivent, ils engagent, ils attaquent, à moins qu'ils soient distants. Fin du round, vous retirez un des 2 pions. Et du coup, vous avez une phase d'investigation pour bénéficier du -1/-1. Voilà. Donc ça entre dans le cadre des cartes qui jouent sur la difficulté. Il y en a quelques-unes, et il y en a plusieurs dans cette boîte. Il y a notamment Exploiter une faiblesse, un événement de niveau 0 qui coûte 2, très tactique et ruse, rapide, à jouer avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez, et uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux de ce test, défaussez l'ennemi attaqué ou auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Alors, le piège rudimentaire ne marche pas sur les ennemis élites, mais s'il est non élite, et que le -1 le ramène à 0 de valeur de combat ou 0 de valeur d'évasion, vous faites le test dont il est question, combattre ou échapper à, vous jouez exploiter une faiblesse, vous dites voilà, c'est réussi. Et vous défaussez cet ennemi. Et je vais prendre l'exemple habituel, enfin un des 2 exemples habituels d'ennemis. Je viens d'y penser, voilà, maigre bête de la nuit chasseresse dans la boîte de base. Mouline, ça mouline. Seulement 1 de valeur d'évasion.
mais vous doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé lorsque vous essayez de lui échapper. Donc il est difficile d'échapper à cet ennemi, sa valeur de combat ça va, par contre 4 points de vie, il faudra 2 bonnes attaques pour vous en débarrasser. Alors que là, vous avez le piège rudimentaire dans votre lieu, la maigre bête qui n'est pas élite, elle est tombée à 0 de valeur d'évasion, vous faites une action d'évasion, vous jouez exploiter une faiblesse, vous dites, voilà, c'est réussi automatiquement, et il faut que je surligne ça, voilà, je défausse cet ennemi auquel j'ai essayé d'échapper. Encore une fois, je vais citer le pack Stella Clark, facilité d'apprentissage, permanent de niveau 4, avant ou après votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de +1, pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de 1, et faculté d'apprentissage est cumulable. Donc si vous avez piège rudimentaire dans votre lieu, première action de combat ou d'évasion contre l'ennemi, c'est à valeur non modifiée. Alors, ennemi non élite, parce qu'il y a le +1... Non, pardon, si vous en avez 2, il y a un +1, 2 fois +1, et le -1 de piège rudimentaire. Voilà. Deuxième action, vous avez un -1, facilité d'apprentissage ne modifie rien, et piège rudimentaire diminue de 1, et à partir de votre troisième action, c'est -3, les deux -1 et le troisième -1. Donc là, par exemple, exploiter une faiblesse devient utilisable pour un ennemi qui a jusqu'à 3 en combat et ou en évasion. Voilà. Évidemment, Darrell Simons, son truc, c'est de diminuer de 2 la valeur des tests, en utilisant des preuves. Alors Darrell Simons, je l'ai un peu utilisé et je suis pas enthousiaste. Rita Young, pourquoi je l'ai mise là? Oui, ça l'intéresse toujours d'échapper aux ennemis, vu que c'est comme ça qu'elle leur fait des dégâts. Donc voilà, ça l'intéresse de diminuer la difficulté des évasions. Oui, en combinaison avec combat déloyal aussi c'est intéressant. Carte truande de cette boîte. Tant que vous attaquez, discutez ou tentez d'échapper à un ennemi incliné, vous gagnez +2 à votre valeur de compétence. Réaction. Après que vous avez échappé à un ennemi, incliné combat déloyal, effectuez une action combattre contre cet ennemi, ignorez le mot-clé distant pour cette attaque. Donc, grâce au piège, les ennemis ont -1 en combat, -1 en évasion, donc leur échapper est plus facile. Vous faites une tentative d'évasion contre un ennemi, si c'est réussi, il est incliné. Grâce à la réaction de combat déloyal, immédiatement vous effectuez une action de combat contre lui, ce qui vous économise une action, et comme il est incliné, vous avez +2. Donc, vous attaquez avec votre valeur de compétence, vos modificateurs habituels, le +2 du combat déloyal, et à côté de ça, l'ennemi, il a -1 en valeur de combat grâce au piège. Et enfin, voilà, oreille indiscrète. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de difficulté X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Et grâce au piège, X est diminué de 1. Alors par contre, il faut que l'ennemi soit non engagé, donc il faut lui avoir échappé. J'étais en train de penser à un truc. Oui, donc voilà, il y a un ennemi, il a -1 en évasion grâce au piège, vous lui échappez, maintenant il est non engagé, vous jouez oreille indiscrète, et grâce au piège, X a été diminué de 1. Et également, suivi, enquêtez, choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez +1 en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de +5 en intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Grâce au piège, l'ennemi a -1 en évasion.
vous faites une tentative d'évasion. Si vous réussissez grâce à combat déloyal, vous pouvez immédiatement faire une attaque. Vous avez le +2, l'ennemi a -1, vous lui infligez 1 ou 2 dégâts, selon ce que vous utilisez pour faire l'attaque. Et comme cet ennemi a 1 ou 2 dégâts, et ben suivi vous donne un +1 ou +2 en intelligence. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux améliorations. Première amélioration, minuteur perfectionné. Quand vous jouez le piège rudimentaire, vous avez le droit d'augmenter ou de diminuer de 1 sa valeur d'utilisation. De base, il a 2 en valeur en outil, 2 de valeur d'utilisation. Donc, si vous augmentez de 1 sa valeur d'utilisation, vous avez 50% d'utilisation de plus. Donc par exemple, 50% d'action combat de plus qui bénéficie du -1 à la valeur de combat de l'ennemi. Le diminuer de 1 la valeur d'utilisation avec rien que cette amélioration, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt, il y a juste un petit truc. Ok, un petit truc. Si vous n'en avez besoin que pour une phase d'investigation, vous mettez donc une seule valeur d'utilisation. Pendant une phase des investigateurs, l'ennemi a -1 et -1. Il est vaincu. Fin du round, la carte est défaussée. Phase du mythe suivant, vous faites un test, vous attribuez dégourdi. Si vous réussissez, vous récupérez le piège improvisé dans votre main, piège rudimentaire dans votre main, et vous pouvez le rejouer. Mais bon, par contre, il faut avoir la récursion. C'est très particulier, très situationnel. Deuxième amélioration, fil déclencheur pour une croix. Ne déclenchez la capacité forcée du piège rudimentaire que s'il y a au moins un ennemi dans le lieu attaché. Alors ça, c'est pour un campeur, comme disent les joueurs de jeux vidéo. Enfin, comme disaient les joueurs de Counter-Strike il y a, 15 ans, je sais pas si ça a changé. Ou alors si on connaît les lieux de génération du scénario. Donc en fait, dans le premier cas, normalement, le piège rudimentaire, on le joue au round N. À la fin du round N, on retire un pion. Round N+1, on en bénéficie encore. Fin du round N+1, on défausse le deuxième pion. Le piège est défaussé. Avec fil déclencheur, on le joue au round N. Alors que je m'embrouille pas. Donc pendant le round N, on a l'effet -1/-1. Si on arrive à tuer tous les ennemis dans le lieu avant la fin du round, quand arrive la fin du round, on constate qu'il n'y a pas d'ennemis, donc on ne retire pas de marqueur. Donc, fin du round N, il y a toujours 2 compteurs fois. Round N+1, on arrive à vaincre les ennemis. Fin du round, on constate qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc, on retire pas de compteur et potentiellement, la carte vous fait tout le scénario. Mais, dans quelles circonstances on veut donner un malus aux ennemis dans un lieu pendant tout le scénario? Si on passe tout le scénario dans un lieu, si le combattant passe tout le scénario dans un lieu, tous ses combats il les fait dans ce lieu, et il voudra avoir l'effet du piège dans ce lieu pendant toute la partie. Et j'ai mis si on connaît les lieux de génération du scénario. Allez, je vais y revenir encore une fois. Le premier scénario de la campagne, le cercle brisé, le lieu, la grange, je crois que c'est Vermoulu, a comme effet réaction. Quand un ennemi devrait être généré dans un autre lieu bois hanté, vous pouvez le générer dans ce lieu à la place, et il attaque tous les investigateurs présents dans le lieu. Vous mettez le piège rudimentaire dans ce lieu-là.
Chaque fois qu'un ennemi devrait être généré dans un bois hanté, vous dites non, je le génère dans la grange. Alors, idéalement, vous ne restez pas dans la grange. Et de temps en temps, vous allez dans la grange pour une action. Vous vainquez un ennemi. Et ensuite vous ressortez de la grange. Non, pardon, même pas, non. Première action, vous entrez dans la grange. Deuxième action, vous combattez. Troisième action, vous combattez. Fin du round, vous dites, ben voilà, il n'y a plus d'ennemis. Donc je ne retire pas de compteur sur le piège rudimentaire. Et voilà. Bon, pas grand chose de plus à en dire. Si quand même un truc, on peut forcer la génération. Par exemple, Tommy Muldoon, il peut jouer en chasse de niveau 3. Face du mythe, au lieu de piocher une carte rencontre, il joue en chasse, il va chercher un ennemi dans le deck de rencontre, il génère en lui engagé que lui, il attache en chasse à cet ennemi. Alors évidemment il va choisir un ennemi non élite, sauf si vraiment il veut combattre un ennemi élite, mais si l'ennemi est non élite, il a un malus grâce au piège. Donc ça va être assez simple pour Tommy Muldoon, plus simple en tout cas que de l'avoir combattu ailleurs, et une fois que l'ennemi est vaincu, voilà, 3 ressources grâce à en chasse. Sinon, alors plutôt en trio ou en quatuor, premier tour de garde, au lieu de piocher des cartes rencontres, vous les regardez, enfin vous regardez le nombre de cartes que vous devriez distribuer, vous les répartissez comme vous le voulez, sachant que chaque autre investigateur ne peut avoir qu'une seule carte. Mais vous pouvez vous en attribuer plusieurs. Donc, je reprends l'exemple de Tommy Muldoon. Tommy Muldoon dans un trio, il consulte les 3 cartes, il voit que sur les 3, il y a un reste pourrissant et, mettons, 2 nuées de rats, par exemple. Il dit à l'investigateur qui a la meilleure volonté, tiens, le reste pourrissant, c'est pour toi, moi je prends les 2 nuées de rats. Il met les 2 nuées de rats dans son lieu. Grâce au piège, elles ont 0 de valeur de combat. A priori, en 2 actions, il les tue, sauf s'il pioche l'échec automatique. Et voilà, fin du round. Il n'y a pas d'ennemis, donc le piège garde son nombre d'utilisation. Alors, simplifier pour 2 actions, pour 2 croix. Simplifier, le piège rudimentaire gagne rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Alors ça j'ai mis, déjà c'est de l'économie d'action, vu que ça devient rapide, et enfin c'est jouable au dernier moment. C'est-à-dire que vous l'avez en main, vous la jouez pas, vous dites il n'y a pas d'ennemi à combattre, donc je la joue pas. Vous la jouez pas, et puis à un moment donné, il y a un ennemi qui est généré dans votre lieu. Vous dites là j'en ai besoin, donc là je la joue. Et autre chose, ce que je disais tout à l'heure, comme c'est rapide, je vais y arriver, comme c'est rapide, si vous êtes engagé avec l'ennemi, vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité en la jouant. Donc, vous êtes, mettons William Yorick, vous piochez un ennemi qui est 3-3-3, il est engagé avec vous, début de votre tour, vous jouez le piège, première action, vous attaquez avec la machette, donc vous faites un test à 5 contre 2, 5 contre 2, vous êtes à plus 3, 87% de chance de réussite, dans mon scénario dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il lui reste un point de vie à l'ennemi, vous refaites une attaque. Où j'en étais ? Voilà, je crois que j'ai fini sur simplifier. On passe à la suivante. Vénéneux pour 2 croix. Quand vous retirez une ou plusieurs fois du piège rudimentaire, infligez un dégât à un ennemi dans le lieu attaché. Donc là j'ai mis, c'est pour un tank. Rappel, la foi, c'est amusant comme nom, parce que ça fait des phrases un petit peu bizarres, mais bon. La foi, on la retire à la fin du round, donc après la phase des ennemis. Donc ça veut dire qu'à la fin du round, il reste un ennemi dans votre lieu, ça veut dire que vous ne l'avez pas géré pendant la phase d'investigation. 2 possibilités,
soit c'est parce que vous avez échoué à le gérer, et dans ce cas-là, prendre cette amélioration-là, ça serait dire je dépense 2 XP pour compenser le fait qu'une fois de temps en temps, j'arrive pas à gérer mes ennemis non élites, hein. Soit vous prenez cette amélioration parce que volontairement, vous voulez bénéficier fréquemment de l'amélioration. Ça veut dire que fréquemment, à la fin du round, il y aura un ennemi dans votre lieu. Un ennemi qui aura passé la phase des ennemis dans votre lieu, donc qui vous aura attaqué. Si vous êtes prêt à ce que les ennemis vous attaquent, c'est que vous jouez un deck tank. Voilà, c'est en gros un peu ma logique. Et donc, le tank, typiquement, c'est William Yorick. Voilà. William Yorick, il peut bénéficier de sa réaction pour mettre en jeu des soutiens qui vont lui permettre d'encaisser les dégâts. Et les horreurs. Donc là, quelle est la logique ? Vous laissez les ennemis venir à vous, vous prévoyez dans votre deck de quoi encaisser leurs dégâts, leurs horreurs. Fin du round, vous dites « je retire un marqueur foi et j'inflige un dégât », alors attention, c'est à un ennemi. S'il y a 3 ennemis dans votre lieu, vous faites un total quand même de 1 seul dégât. Mais en tout cas, ça vous fait 1 dégât. Si vous jouez tank, vous pouvez, et si vous y avez accès, vous mettez dans votre deck le chien de garde. Donc, face des ennemis, l'ennemi entre dans votre lieu, il vous attaque, vous mettez un de ses dégâts sur le chien de garde, l'ennemi se prend donc 1 dégât, fin du round, vous retirez un marqueur foi, l'ennemi se prend 1 dégât. Et potentiellement, j'y pensais plus, dans votre deck, vous avez le couteau de survie. Bon, je vais prendre la version de niveau 0, ça suffit pour la démonstration. Couteau de survie, réaction, après qu'une attaque ennemie vous infligez au moins 1 dégât lors de la phase des ennemis, inclinez le couteau de survie, combattre. Cette attaque cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Donc je reprends le timing. Phase des ennemis, un chasseur entre dans votre lieu, il vous attaque, il vous inflige, il n'y a pas besoin que le dégât soit mis sur vous, il y a besoin qu'il vous soit infligé un dégât. Donc, l'ennemi vous inflige un dégât. Le dégât, vous le mettez... je vais vérifier quand même. Ouais, je viens de vérifier, c'est bon. Donc, je sais plus où j'en disais, oui, l'ennemi vous attaque, il vous inflige un dégât, ce qui va déclencher la réaction du couteau de survie. Le dégât, vous le mettez sur le chien de garde, ce qui déclenche sa réaction, donc un dégât sans test à l'ennemi. Couteau de survie, vous combattez, vous avez plus de en force, pendant que l'ennemi, s'il est non élite, il a -1 en valeur de combat grâce au piège. Donc si on reste sur l'exemple de William Yorick, il combat à 6 contre valeur de combat de l'ennemi -1, ou valeur de combat de l'ennemi si l'ennemi est élite. En cas de succès, 2 dégâts. Fin du round, on retire un compteur foi et on inflige 1 dégât à l'ennemi. Et là par contre, il n'y a pas de restriction sur l'ennemi. L'ennemi peut être élite. Et du coup, je pensais à un ennemi en particulier qui est quand même un peu coriace. L'agent du roi dans la route de Carcosa. C'est un ennemi 4-4-2. Ah tiens, il est pas élite. Il est chasseur. Forcé, après que l'agent du roi vous a attaqué, déplacez un de vos indices sur l'agent du roi. Forcé, quand vous vainquez l'agent du roi, prenez le contrôle de tous ses indices. 1 point de victoire, il est 4-4-2. Il inflige 1 dégât et 2 horreurs. Alors, les 2 horreurs, c'est quand même costaud, mais... bon, imaginons qu'il n'est pas engagé avec vous, il est dans le lieu connexe. Eh ben, le mot-clé chasseur, il entre dans votre lieu, il vous attaque, le dégât part sur le chien de garde, pas de problème. Alors les 2 horreurs, idéalement ça part dans Précieux Souvenir, qui est vaincu. Donc William Yorick, au final, il s'est rien pris. Chien de garde, 1 dégât sur l'agent du roi, puis couteau de survie, combat à 6 contre 4-1, donc 6 contre 3.
encore une fois 87,5% de chance de réussite. Alors, à peu près, hein, je connais pas par cœur tous les poules de pions des campagnes, mais voilà. Si l'attaque est réussie, eh ben l'agent du roi il se prend 2 dégâts supplémentaires. Fin du round, vous retirez un marqueur fois, 4ème dégât sur l'agent du roi, il est vaincu, il part dans la pile de victoire. Voilà. Amélioration suivante. Installation des portées. Quand vous jouez le piège rudimentaire, vous avez le droit de l'attacher à un lieu connexe révélé. Où j'en suis, voilà. Deck qui déplace les ennemis ou deck barricade. Alors déplacement des ennemis, c'est par exemple avec... bruit bizarre. C'est avec le tir de sommation. Ça coûte 2, c'est un événement gardien qui coûte 2. Dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette attaque ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, vous installez le piège dans un lieu connexe et vous avez le tir de sommation pour déplacer les ennemis vers ce lieu connexe. Alors évidemment, faudra voir niveau du tempo. Si vous jouez cette carte-là et que vous êtes engagé avec un ennemi, vous prenez une attaque d'opportunité. Si vous jouez le piège dans le lieu connexe et que vous êtes engagé avec un ennemi, vous prenez une attaque d'opportunité. Si le piège n'a que cette amélioration-là, le piège vous sert uniquement à combattre plus facilement les ennemis dans le lieu auquel le piège est attaché, donc dans un lieu connexe. Donc vous allez probablement pas déplacer les ennemis vers un lieu connexe, mettre un piège dans le lieu connexe, puis vous ensuite aller dans le lieu connexe. Si vous êtes dans un lieu qui a déjà les ennemis, vous les combattez où ils sont, et où vous êtes. Donc ça serait plutôt un trio. Le polyvalent dit je déplace l'ennemi avec lequel je suis engagé dans le lieu du combattant principal, puis je lance le piège dans le lieu du combattant principal pour l'aider lui, par exemple. Le fameux deck barricade, alors barricade de niveau 3, attachez cette carte à votre lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu attaché ou être généré. Chaque fois qu'un ennemi non élite devrait être généré dans le lieu attaché, générez-le dans un lieu connexe à la place, si possible. Forcez, quand un investigateur quitte le lieu attaché, défausser la barricade. Donc, vu que les ennemis non élites ne peuvent pas être générés dans ce lieu-là et vont être générés dans un lieu connexe, on peut... mettons que c'est Mintifan. Mintifan est dans le lieu A, elle y a attaché sa barricade. Le lieu A est connexe au lieu B et C. Dans le lieu B, il y a l'investigateur polyvalent. Dans le lieu C, il y a l'investigateur qui est le combattant principal. Mintifan pioche un ennemi. Elle dit « Je le génère dans le lieu B, du coup engagé avec le combattant. Je commence, première action de mon tour, je joue le piège rudimentaire dans le lieu B, du coup le combattant bénéficiera de l'aide du piège. » Et en plus de ça, Mintifan, si elle a sa carte signature, je sais plus comment ça s'appelle, le nom m'échappe, mais elle va pouvoir attribuer une carte au combattant quand il voudra combattre. Et potentiellement, Mintifan, plus tard, elle jouera dégourdie pour récupérer le piège, et plus tard, pareil, elle devrait elle pioche un ennemi, elle devrait le générer dans son lieu, mais comme il est non élite, elle génère dans un lieu connexe, elle lance le piège là, et elle dit au combattant, voilà, l'ennemi est prêt pour toi. Alors, amélioration suivante, filer les ennemis non élites pour 3 croix. Les ennemis non élites dans le lieu attaché ne peuvent pas se déplacer ou effectuer d'attaque d'opportunité. J'ai mis que ça c'est pour fixer les ennemis. Donc les ennemis ne peuvent pas se déplacer, même s'ils sont chasseurs. Ils ne peuvent pas effectuer d'attaque d'opportunité, donc on peut aller dans leur lieu, effectuer des actions. On se prend pas d'attaque d'opportunité.
Alors les ennemis engagent par contre. Rien n'interdit l'engagement des ennemis, donc si on entre dans le lieu, on se fait engager, mais on se fait pas attaquer, on se prend pas d'attaque d'opportunité. Et comme ils peuvent pas se déplacer, quand on sort du lieu, on est désengagé. Mais on ne va pas pouvoir jouer de cartes qui disent vous ne pouvez jouer cette carte-là que si vous n'êtes pas engagé. Ok. Mais tant que le piège reste en place, eh ben les ennemis sont, on va dire, un peu transparents. Par contre, l'effet du filet se résout une fois que le filet est en place. Et les attaques d'opportunité ont lieu entre le moment où on paye, je crois, entre le moment où on paye l'action et le moment où on la résout. Donc, vous avez des ennemis dans votre lieu, dont au moins un qui est engagé avec vous. Vous jouez le piège rudimentaire avec filet, vous dites je joue la carte, vous prenez les attaques d'opportunité, puis ensuite vous l'attachez au lieu, et une fois qu'elle attache au lieu, plus d'attaques d'opportunité. À l'exception de celle qui survient quand vous jouez la carte. Voilà. Alors fixez les ennemis dans un lieu, si vous avez le Springfield, alors en version tabou. Alors en version tabou, l'action c'est vous dépensez une munition, vous combattez, vous avez plus 3 en force et vous infligez plus de dégâts. Ça ne peut pas être utilisé pour attaquer un ennemi qui est engagé avec vous, mais ça peut cibler un ennemi non élite jusqu'à une connexion jusqu'à un lieu plus loin que sa portée standard, en ignorant distant et riposte. Donc, le tireur est dans le lieu A. Dans le lieu B, il y a un ou plusieurs ennemis, et il y a le piège rudimentaire avec filet. Les ennemis dans ce lieu ne peuvent pas en sortir tant qu'ils ne sont pas élites. Les ennemis non élites dans le lieu B ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent pas effectuer d'attaque d'opportunité. Donc le tireur va dire j'attaque. Grâce à la portée additionnelle du Springfield, je leur tire dessus. Alors déjà les ennemis ne se déplacent pas, donc ils viennent pas nous embêter, comme ça on peut prendre tranquillement le temps de leur tirer dessus. Par exemple, au round N, un tir dessus avec une munition, puis on utilise l'aventurier pour recharger le Springfield, round N+1, deuxième munition, puis on utilise l'aventurier pour recharger le Springfield. Voilà. Et si les ennemis sont distants, il n'y a pas à se casser la tête à les engager, et s'ils ont riposte, eux ils sont coincés dans leur piège, et le tireur leur tire dessus sans craindre la riposte. De façon un peu similaire, le viseur télescopique, voilà, sauf que lui, il faut l'incliner pour pouvoir cibler un ennemi non élite dans un lieu connexe. Donc ça sera une fois seulement par round. Le tir de sommation dont je parlais tout à l'heure, vous pouvez éventuellement... un investigateur joue le filet dans son lieu, puis un autre investigateur utilise le tir de sommation. Ah, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, le tir de sommation ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon. Comme disaient les profs, les élèves attentifs auront corrigé d'eux-mêmes. Donc voilà, un investigateur met le filet dans un lieu, et un autre investigateur dans un lieu connexe joue le tir de sommation et envoie tous les ennemis dans le filet. Et bien évidemment, le grand classique, si vous avez massé un certain nombre d'ennemis dans un lieu, qui ne peuvent pas en sortir, explosion de dynamite. Voilà, 3 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Alors un truc à mentionner, c'est que le filet empêche les ennemis de se déplacer. Donc quand vous jouez le filet, les ennemis qui sont dans ce lieu ne peuvent plus en sortir. Mais tous les ennemis qui rentrent dans le lieu ne peuvent plus non plus en sortir. Donc imaginons qu'il y a 3 lieux en enfilade, A, B et C. Vous êtes dans le lieu B, vous jouez le filet. Les ennemis dans le lieu B ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus effectuer d'attaque d'opportunité. Ok. Si dans le lieu C il y a un ennemi chasseur,
il va venir vers vous. Et quand il va entrer dans le lieu, il va aussi être concerné par le filet. Par contre, ennemi chasseur, quand il entre, il effectue son attaque. C'est une attaque de phase d'ennemi, c'est pas une attaque d'opportunité. Voilà. Mais il va rejoindre les ennemis concernés par le filet. Et si après avoir joué le filet, vous êtes allé du lieu B vers le lieu A, lui, pendant la phase des ennemis, en tant que chasseur, va du lieu C au lieu B, et comme vous n'êtes pas dans le lieu, il ne vous attaque pas. Si à la phase du mythe suivante, vous piochez un ennemi qui a un effet de génération qui vous permet de le générer dans le lieu C, et dans le lieu B. Pareil, il est généré directement dans le filet. Et donc potentiellement, alors en fonction si vous êtes 2, 3 ou 4, à quel moment vous le jouez, si vous combinez avec des cartes du style en chasse, premier tour de garde et autres, vous pouvez amasser pas mal d'ennemis dans le lieu. Vous pouvez en tuer plein d'un coup avec explosion de dynamite, et si c'est le cas, vous pouvez jouer Dieu reconnaîtra les siens. À jouer uniquement lors d'un de vos tours durant lequel vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 6 vies. Vous ajoutez Dieu reconnaîtra les siens à la pile de victoire, vous terminez votre tour, et à la fin du scénario, Dieu reconnaîtra les siens vous donne 1 point d'XP. Mais à vous spécifiquement, pas au groupe. Et engin explosif pour 4 croix. Quand le piège rudimentaire n'a plus de foi et est défaussé, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et chaque investigateur dans le lieu. Bon c'est une dynamite déjà. C'est l'effet d'une dynamite, et j'ai dit ça on le met dans un trio pour maximiser le nombre d'ennemis et donc le nombre de dégâts. Petit rappel, vénéneux c'est infliger 1 dégât à un ennemi, peu importe le nombre d'ennemis. Engin explosif c'est 3 dégâts à chaque ennemi. Voilà. 1h45, moi je dois faire le plein de café, et ensuite je reviens pour les combinaisons d'amélioration. Voilà, alors, les combinaisons d'amélioration. Minuteur perfectionné plus vénéneux, pour un total de 3 XP, c'est 50% de dégâts en plus. Rappel, minuteur perfectionné, on augmente ou on diminue de 1 la valeur d'utilisation. Donc, si on passe de 2 à 3, ça fait plus 50% de temps passé sur table. Et vénéneux, quand on retire une ou plusieurs fois du piège, on inflige 1 dégât. Donc en combinant les deux, ça fait un total de 3 dégâts. Au lieu de 2, donc plus 50% de dégâts. Ok, bon. Minuteur perfectionné plus filet. Pour 4 XP, ça fait un plus gros tas d'ennemis. Minuteur perfectionné, je viens d'expliquer, et le filet, c'est ce qui permet d'empêcher les ennemis non élites dans le lieu de se déplacer et d'effectuer des attaques d'opportunité. Donc le filet reste en jeu 3 rounds au lieu de 2 rounds, et pendant ces 3 rounds, chaque fois qu'un ennemi est généré dans le lieu, il rejoint le tas d'ennemis qui ne bouge pas. Alors, j'ai pas beaucoup insisté là-dessus tout à l'heure, je crois, mais si vous êtes dans le lieu au moment de la phase des ennemis, les ennemis vous attaquent. Les attaques pendant la phase des ennemis ne sont pas des attaques d'opportunité. Donc pour qu'il y ait un tas d'ennemis qui se forment, il faut les générer dans le lieu, donc il faut être dans le lieu au moment de la phase du mythe, mais mais si on est encore dans le lieu pendant la phase des ennemis, on se prend leurs attaques. Et si au moment de la phase des ennemis on n'est pas dans le lieu, ça c'est peu probable qu'on soit de retour dans le lieu au moment de la phase du mythe. Ou alors éventuellement, il faut être dans un autre lieu pendant la phase du mythe, on pioche un ennemi, il est généré engagé avec nous, on entre dans le lieu du filet, si pour ça on effectue une action, on se prend une attaque d'opportunité, mais une fois entré dans le lieu du filet, on peut plus prendre d'attaque d'opportunité, et en sortant, on laisse derrière soi l'ennemi. Voilà. Bon, plantage de Firefox, mais visiblement, je n'ai pas perdu mon enregistrement. Donc,
Troisième combinaison, minuteur perfectionné plus vénéneux plus filet pour un total de 6 XP. Bon ben, c'est la combinaison de ce que j'ai dit avant. Alors, non, là j'ai fait une erreur. C'est pas vraiment beaucoup de dégâts, parce que vénéneux, ça fait 1 dégât quel que soit le nombre d'ennemis, c'est pas 1 dégât à chaque ennemi. Par contre, minuteur perfectionné fait que l'effet des deux autres améliorations, on le garde plus longtemps. Filet fait que les ennemis, une fois qu'ils sont dans le lieu, ils n'en sortent plus. Donc on a un grand nombre d'ennemis, enfin grand, c'est relatif, en tout cas on a plusieurs ennemis parmi lesquels choisir quand on effectue l'effet de vénéneux. Est-ce que j'ai un bon exemple? Voilà. Imaginons, alors j'ai pas de scénario à présenter pour cette hypothèse, mais imaginons que vous arriviez à faire entrer dans le filet, donc à coincer dans le filet 4 ennemis qui ont 4 points de vie, 3 ennemis qui ont 4 points de vie chacun. Round, alors, en même temps ou progressivement. Allez, imaginons dans le scénario, il y a des ennemis qui sont 4-4-4 et chasseurs. Voilà. Au round N, un de ces ennemis 4-4-4 chasseurs, et dans le lieu B, un investigateur joue le piège rudimentaire avec ces améliorations-là. L'investigateur qui a été engagé avec l'ennemi peut effectuer ses actions, il se prend pas d'attaque d'opportunité, tant que l'ennemi est non élite, et avant la phase des ennemis, il sort du lieu. Les autres investigateurs dans le lieu, bon pareil, il va qu'à leurs occupations, puis sortent du lieu. Fin du round, N, on retire un des trois compteurs fois, et grâce à vénéneux, on inflige un dégât à cet ennemi. Round N plus 1. Un investigateur qui était sorti du lieu, du filet, pioche un autre ennemi du même type. Il entre dans le lieu du filet, ça lui inflige une attaque d'opportunité, mais ensuite, deuxième action, il ressort du lieu dans lequel il y a le piège avec filet, et donc l'ennemi reste derrière lui. Fin du round N plus 1, grâce à vénéneux, on inflige un dégât à ce deuxième ennemi. Round N plus 2. Un troisième ennemi de ce genre-là se retrouve dans le lieu du filet. Alors, soit vous arrivez soit parce qu'il y a un investigateur dans le lieu, soit parce que vous arrivez à le générer dans ce lieu, ou à le repousser avec tir de sommation, peu importe, mais en tout cas, il est dans le lieu. Fin du round N plus 2, c'est à son tour de se prendre un dégât grâce à vénéneux. Et ensuite, s'il n'y a pas de foi, défaussez-le, et vénéneux quand vous retirez. Donc vous retirez, vous infligez un dégât au troisième ennemi, puis vous défaussez piège rudimentaire. Round N plus 3, un investigateur, donc pendant la phase des ennemis du round N plus 2, les ennemis étaient toujours concernés par le filet, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Du coup, début du round N plus 3, un des investigateurs joue dynamite, et il dit, 3 dégâts chacun des 3, comme chacun s'était déjà pris un dégât grâce à vénéneux, en jouant dynamite, je tue d'un coup 3 ennemis qui, de base, ont chacun 4 points de vie de base. Voilà. Donc vénéneux, quoi qu'il en soit, c'est un dégât par round, mais le filet fait que ces dégâts-là, on va pas simplement tous les mettre sur un ennemi 3 par 3 au fil de 3 rounds, on va choisir soit d'achever un ennemi, soit de tout mettre sur un ennemi si on n'a qu'un ennemi, ou s'il y en a un qui est vraiment plus dur à combattre, ou alors on peut choisir de répartir. Voilà. Autre combinaison, fil déclencheur plus vénéneux. Pour un total de 3 XP, j'ai mis que c'est de l'anti-vermine, voilà, contre les ennemis à 1 PV. Fil déclencheur. Ne déclenchez la capacité forcée du piège rudimentaire que s'il y a au moins un ennemi dans le lieu attaché. Et vénéneux, ça inflige le dégât. Donc,
on met le piège à un endroit, et il reste tant qu'il n'est pas utilisé. Et chaque fois qu'il est utilisé, grâce à Vénéneux, il inflige un dégât. Du coup, voilà, vous laissez... Alors, commencez à la fin du round, retirez une fois, et c'est au moment où on la retire. Ok, donc concrètement, vous avez le piège rudimentaire. Fin du round, il y a un ennemi dans le lieu. Donc on retire une fois. Comme on a retiré une fois grâce à Vénéneux, on inflige un dégât à l'ennemi. Et si c'est un ennemi qui a qu'un point de vie, il est vaincu. Du coup, round suivant, à la fin du round, il n'y a pas d'ennemi dans le lieu. Et du coup, on retire pas deux fois, et le piège reste jusqu'à ce qu'il ait infligé, enfin jusqu'à ce qu'il soit arrivé à court de fois. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, on peut rajouter le minuteur perfectionné pour un XP de plus, ce qui fait que le piège restera un round de plus, et du coup, on fera un dégât de plus. Parce que là, fil déclencheur plus Vénéneux pour 3 XP, on tue 2 ennemis à 1 PV. Fil déclencheur plus Vénéneux plus minuteur pour 4 XP, on tue 3 ennemis à 1 PV. Alors, je dis on tue 3 ennemis à 1 PV, mais ça peut être aussi on fait un dégât à 3 ennemis. Et par exemple, les ennemis 3-3-3, le piège leur inflige le premier dégât, et pour les 2 points de vie qui leur restent, on se contente d'une attaque, et donc on s'est épargné une action. Voilà. Autre possibilité, installation déportée plus filet. Donc installation déportée, c'est pour le jouer dans un lieu connexe. Filet, c'est pour que les ennemis non élites ne puissent pas sortir. Et voilà, pour coincer des ennemis dans un lieu connexe, si on peut les éloigner. Par exemple, encore une fois, avec tir de sommation. Je joue tir de sommation, je déplace les ennemis dans un lieu connexe, je joue le filet dans ce lieu, et voilà. Face des ennemis, ils n'en sortent pas. Face des ennemis suivantes, ils n'en sortent pas. Mais juste après, à la fin du round, le piège est défaussé. Maintenant, ils peuvent sortir. Mais ça m'a donné de l'avance sur eux. Potentiellement, je suis déjà à 3 lieues de distance. Ah oui, comme façon d'éloigner les ennemis, j'ai aussi mis Genet Borgard. Réaction, lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Genet Borgard, déplacez un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu, ou vice-versa. Donc imaginons qu'il y a 3 lieux A, B et C, qui sont connectés en triangle. Depuis le lieu A, un premier investigateur joue le piège dans le lieu B. Le joueur qui a Genet Borgard en jeu, il se déplace du lieu A vers le lieu C. Après son mouvement, il incline Genet Borgard et il déplace un ennemi non élite du lieu C vers le lieu B pour l'envoyer dans le filet et pour pouvoir enquêter tranquillement pendant 2 rounds. Voilà, et enfin la Rolls-Royce, comme je disais pour la carte précédente, minuteur perfectionné, plus vénéneux, plus filet, plus engin explosif pour un total de 10 XP. Alors 10 XP c'est énorme pour 2 cartes, mais encore une fois on est en survivant, il y a des possibilités de récursion. Alors en l'occurrence, trait improvisé piège, en l'occurrence il y a dégourdi. Voilà, on peut utiliser dégourdi pour récupérer piège rudimentaire en main, et ensuite véritable survivant pour récupérer dégourdi, pour récupérer le piège, etc. etc. Mais bon, donc, minuteur perfectionné, c'est pour que ça dure un round de plus. Vénéneux, ça veut dire qu'à la fin de chaque round, on inflige un dégât. Filet, ça fait que l'ennemi non élite, une fois qu'il est entré dans le lieu, il n'en sort plus, et donc il est soumis plus longtemps à vénéneux.
et engin explosif. La formulation exacte, c'est quand le piège rudimentaire n'a plus de foi et est défaussé, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et investigateur dans le lieu attaché. Et ben voilà, c'est pour faire le maximum de dégâts. Au total, ça fait 3 dégâts plus 3 dégâts à chaque ennemi au moment où on retire la dernière fois. L'exemple de tout à l'heure, avec les 4 ennemis les 3 ennemis à 4 PV chacun, et ben j'avais dit, ces 3 ennemis pour les achever, on joue une explosion de dynamite depuis le lieu connexe. Et ben là, non, on a engin explosif s'inclut dedans. Donc, ben voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, 3 ennemis qui ont chacun 4 points de vie, qui se retrouvent dans le lieu du filet, qui ne peuvent plus sortir du lieu du filet. Vénéneux, la première fois, inflige 1 dégât à l'ennemi A, la deuxième fois, 1 dégât à l'ennemi B, la troisième fois, 1 dégât à l'ennemi C. Comme il n'y a plus de foi, l'engin explosif se déclenche, 3 dégâts à l'ennemi A qui est vaincu, 3 dégâts à l'ennemi B qui est vaincu, 3 dégâts à l'ennemi C qui est vaincu. Voilà. Et même sans ce cas extrême, une de mes némésis, l'agglomérat de sphère, qui a 6 points de vie, et ben, qui est non élite, qui est chasseur, et ben voilà. Si il entre dans le lieu du piège, il n'en sort plus. Round N, 1 dégât, round N plus 1, deuxième dégât, round N plus 2, troisième dégât, puis 3 dégâts, donc 6 dégâts en tout. Et ben voilà, vous avez piégé l'agglomérat de sphère. Voilà. Alors je ne l'ai pas re-rappelé, mais là, en plus de tout ça, tous ces effets-là, ben pendant ce temps-là, vous avez toujours le -1 de combat et -1 d'évasion pour les ennemis non élites dans le lieu. Voilà. Donc pendant que Vénéneux inflige des dégâts à l'ennemi, vous pouvez avoir votre tank qui le combat. Ou pendant que Vénéneux inflige des dégâts, vous pouvez avoir Rita Yang qui, si vous jouez en solo, première action, vous échappez à l'ennemi. Grâce à l'effet de Rita, vous lui infligez 1 dégât. Deuxième action, vous jouez le piège avec Vénéneux. Troisième action, une enquête. Bon, raté ou réussi, peu importe dans mon exemple. Phase des ennemis, l'ennemi incliné. Phase d'entretien, l'ennemi se redresse. Fin du round, Vénéneux lui inflige 1 dégât. Il s'est pris au total 2 dégâts. Round suivant, Rita Yang lui échappe. S'il a 4 points de vie, elle lui inflige un 3e dégât avec sa réaction. S'il n'a que 3 points de vie, elle utilise sa réaction pour sortir du lieu. Phase des ennemis, donc ses actions 2 ou 3, elle les fait dans son nouveau lieu. Phase des ennemis, l'ennemi est incliné, il se passe rien. Fin du tour, on retire la deuxième fois du piège. L'effet de Vénéneux inflige un 3e dégât à l'ennemi. Il est vaincu. Voilà. Et lors du round N plus 1, il avait -1 en évasion. Bon, plus de 2 heures pour 2 cartes, c'est abominablement long. J'ai plus de voix, l'ordi a planté déjà une fois. Donc je vais m'arrêter là. Demain, demain mardi, si je me plante pas. 3e carte personnalisable et première carte non personnalisable, l'idole de Xanatos. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.